Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du balado de Savoir tenir compagnie. Aujourd'hui, je reçois Marc-André Paré, qui est premier conseiller à la Caisse de dépôt et de placement du Québec en cybersécurité. Épisode très attendu parce qu'on n'en a pas parlé encore au balado de cybersécurité, qui est, avec l'intelligence artificielle, c'est pas mal le sujet de l'heure. Puis justement, Marc-André est en mesure de nous dresser un portrait de la situation qui est clair pour qu'on ait vraiment une bonne idée de où commencer. Donc, que vous soyez peut-être déjà familier avec la cybersécurité, vous avez peut-être déjà implanté des choses à l'interne de votre entreprise, ou peut-être pas du tout, là. Dans tous les cas, ça va vous aider. Il nous dévoile ses conseils, puis vraiment, il nous éclaire sur beaucoup de choses. Vous allez voir demain, je pense que vous allez changer vos mots de passe pour être en mesure d'être un petit peu plus prêt. Alors, tout ça, le temps d'une vingtaine de minutes, je vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Allô, Marc-André. Bonjour, Alexia, ça va bien? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Très, très content de te recevoir aujourd'hui au balado pour parler de plein d'affaires. Pour débuter, veux-tu me parler rapidement ton nom, ton rôle, qu'est-ce que tu fais? Oui, donc je m'appelle Marc-André, je suis premier conseiller en cybersécurité là, à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est basée à Montréal. Dans mon parcours, j'ai étudié à l'Université Laval, qui est d'ailleurs comment on s'est connus par le passé. Puis, au début de ma carrière, je suis rentré en marketing numérique, ce qui m'a donné une passion rapidement pour la technologie de l'information, parce que le marketing numérique, la technologie de l'information, c'est quand même assez lié. Et dans ce parcours-là, au sein de la technologie de l'information, c'est là que plus spécifiquement, je me suis intéressé à la cybersécurité. Beaucoup d'opportunités. C'est un domaine qui est quand même assez en tendance. Puis, je me suis formé en ligne parce que c'est la beauté de l'époque dans laquelle on vit. Il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles. Donc, j'ai fouillé, je me suis intéressé au sujet, puis après, j'ai eu une opportunité. Puis, de fil en aiguille, j'ai pu grandir dans ce domaine-là. C'est génial. Puis justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ton rôle et de tes conseils dans ce sujet de l'heure. Ouais. Mais avant de commencer, moi, j'aime bien connaître les invités puis qu'on brise la glace un petit peu. Donc, je suis allée te stalker sur les médias sociaux. OK. Et dis donc, j'ai trouvé une photo de toi en vélo. Pour ceux qui nous regardent, je vais mettre ça comme ça. C'est toi en vélo sur une immense roche. Exact. Ma foi, tu aimes l'adrénaline? Exact. Le vélo de montagne, c'est un sport que je pratique depuis très longtemps. C'est un sport que j'aime beaucoup puis qui me décrit bien d'une certaine façon parce que oui, il y a l'aspect d'adrénaline, mais il y a aussi beaucoup d'analyse autour du vélo de montagne. C'est-à-dire que c'est rare qu'on va s'élancer dans une piste en mode improvisation. Il y a un certain volet de s'arrêter, de prendre le temps de regarder, d'analyser où on va passer. Donc, il y a ça. Puis il y a aussi un volet de confiance en soi. Donc, en anglais, on dit le commitment. Quand on va s'engager dans une piste, là, il y a certains éléments en anglais, des features, là, donc des sauts, des drops, des choses comme ça, où ça prend confiance parce que si tu hésites, c'est là que tu peux peut-être tomber. Donc, le sport m'a beaucoup enseigné la confiance en soi. Puis, c'est un sport que je pratique depuis tout jeune déjà. D'ailleurs, je suis un peu à la recherche d'un nouveau sport qui serait peut-être l'alpinisme. Donc, on est dans les... Encore dans les sensations fortes. Oui, on est quand même dans les sensations fortes encore, mais avec une touche de maturité puis de prudence que j'avais peut-être pas avant. Là. C'est plus ça. Il y a comme un switch là, du vélo de montagne qui se fait présentement. On voit là, qu'on vieillit. C'est super intéressant, le parallèle que tu as fait aussi. Puis, dis-moi là, tu m'as parlé quand même un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à un poste en cybersécurité? Puis, ça ressemble à quoi? Dans le domaine de la cybersécurité, les emplois, les tâches? C'est un domaine qui s'est beaucoup complexifié. Donc, on est passé peut-être d'une période où les gens étaient généralistes puis pouvaient couvrir plusieurs aspects. Au fur et à mesure que la profession a gagné en maturité, il y a eu beaucoup de spécialisation. Aujourd'hui, travailler en cybersécurité, là, c'est très vaste. Ce n'est pas forcément des métiers purement techniques toujours. Donc, on a des gens, par exemple, qui sont en sécurité opérationnelle. Moi, je les appelle un peu les pompiers. Donc, c'est des gens qui vont recevoir des alertes de sécurité, qui vont prendre action, donc qui vont éteindre les feux. On a des auditeurs en spécialisant en cybersécurité qui vont s'assurer qu'on est conforme au niveau de nos mesures de protection. On a des gens en gouvernance, risque et conformité qui sont un peu des stratèges, je veux dire, de la planification. C'est d'ailleurs le domaine, moi, dans la spécialisation que j'ai. Des gens en sensibilisation et formation, on en parlait là, juste avant le podcast. Donc, c'est des gens qui vont gérer ce qu'on appelle le risque humain, s'assurer que la personne derrière l'appareil, l'ordinateur, sait ce qu'elle fait. Parce que c'est souvent de là que les incidents peuvent commencer. Donc, c'est un domaine qui est devenu très, très large. Puis moi, ce qui m'excite beaucoup dans ce domaine-là, c'est de combler mon volet de curiosité. Parce que ça change beaucoup. D'année en année, les menaces, les techniques d'attaque vont évoluer. Donc, c'est important de demeurer curieux pour tenir ses connaissances à jour.
Mais surtout, l'aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation entre la technologie et l'utilisateur. Traditionnellement, la cybersécurité était dans une approche, on était très axé sur les mesures de protection, puis il fallait tout gérer, il fallait déployer beaucoup de contrôles de protection. Le changement qui est intéressant, puis c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que là, on a pris un pas de recul, puis au lieu que l'organisation soit au service de la cybersécurité, c'est la cybersécurité qui devient au service de l'organisation. C'est quoi la nuance? Ça veut dire que notre rôle, ça va être de donner toutes les informations pour que les gens de la business puissent prendre des décisions éclairées sur les menaces qui les guettent. Puis ensuite, on va pouvoir les conseiller sur les contrôles. Puis ce changement de relation-là, ça permet aux gens d'embarquer dans le bateau de la cybersécurité au lieu de voir, la police débarque, ils nous disent de bloquer telle catégorie de sites, on ne peut plus télécharger ici. Là, à ce moment-là, dans cette nouvelle approche-là, on est plus dans un mode de dialogue où on sensibilise les gens au risque et on prend les décisions basées sur les meilleurs intérêts de l'organisation. C'est super intéressant. Puis justement, on en parle beaucoup en ce moment des termes de cyberattaque. Premièrement, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui définit une cyberattaque, puis quelle forme ça peut prendre aussi. Là. C'est une bonne question qui va mettre la table parce que la cyberattaque, là, on peut avoir le portrait du hacker, mais c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Je parlerais même peut-être d'incidents de cybersécurité, puis ça va nous permettre de couvrir plus large. Fait que d'abord, on a ce qu'on appelle les acteurs et leur motivation. Parce qu'il n'y a pas juste les hackers dans la vie, là, mais l'équivalent du hacker, ça serait peut-être les cybercriminels. C'est des gens qui sont motivés par l'argent. Ils sont très, très représentés là, dans les rapports d'études qu'on a chaque année. On a également les États ou les groupes commandités. On ne les nommera pas, mais il y a des pays où il y a de la diversité. Donc, c'est des groupes qui vont avoir des moyens extrêmement sophistiqués. Puis là, on va être plus dans l'espionnage ou le sabotage contre des organisations privées, contre des gouvernements. On a également ce qu'on appelle la menace interne, les employés. Puis là, on nommera pas le cas le plus célèbre, mais donc, c'est des employés qui ont des intentions malveillantes envers leur employeur. Puis, on a aussi le volet accidentel. Puis celui-là, il est très représenté. Donc, on va parler, je pense, là, de sensibilisation, de formation, mais la plupart des accidents, malheureusement, des incidents, je devrais dire, vont être causés par des gens qui ont les mauvaises connaissances, les mauvaises pratiques, qui ne sont pas mal intentionnés, mais qui vont causer des incidents de cybersécurité. Puis on a aussi les activistes, là. Activistes. OK, c'est bon. Oui, petit jeu de mots ici. Ouais. Donc, le groupe le plus connu, c'est Anonymous. Là. Donc, c'est des gens qui vont utiliser Internet pour faire des revendications. Après, on a les techniques d'attaque. Puis là, on a encore, ça se complexifie. Fait qu'on a l'ingénierie sociale, qui est toute la manipulation psychologique. Puis ça, on peut parler d'hameçonnage, de phishing. Donc, on va utiliser beaucoup l'ingénierie sociale. Les rançongiciels, qui sont donc ransomware en anglais, là, plutôt connus, qui vont bloquer, chiffrer les systèmes. Donc, on ne peut plus travailler, on ne peut plus opérer. Les exploitations de vulnérabilité. Donc, ça, les gens me posent souvent des questions de « il me semble que j'ai beaucoup de mises à jour. » Il y a différentes catégories de mises à jour, mais il y en a notamment de sécurité. Puis, ce qu'on voit dans les tendances, c'est que il y a de plus en plus de failles informatiques qui sont trouvées, qui vont être exploitées par des gens malveillants. Donc, c'est très important de garder ces appareils à jour. Puis, pour finir là, rapidement sur les conséquences de tout ça, il va y avoir l'atteinte à la réputation. Si ça sort, par exemple, des médias que les données personnelles de mes clients ont été mal protégées, je vais mal paraître. Financier, évidemment. Sur les opérations, donc si on pense à un rançongiciel, ça pourrait nous empêcher de travailler. Puis, on a tout ce qui est amende et poursuite. Donc, quand on pense à des données personnelles, maintenant avec la loi C-25 au pays, les gens ont des obligations, puis il peut y avoir des poursuites s'il y a eu négligence là, dans la protection des données personnelles. Donc, ça adresse à peu près le portrait. C'est très bon. C'est un très bon portrait. Là. Puis justement, est-ce que tu as remarqué des tendances dans les dernières années ou dans les derniers temps, des types de cyberattaques qui vraiment sont les plus présentes, du moins, ou le nombre aussi? Tu sais, quelle tendance tu as remarqué dans les dernières années, là, si je peux dire? Je me garde une gêne toujours sur les statistiques parce que les rapports, il y en a à plus finir. Puis ils se contredisent tous un peu, mais on est capable de parler de tendance par contre. La première tendance, c'est que la technologie, elle évolue, puis les cybermenaces aussi. Quand je parlais tout à l'heure de demeurer curieux pour prendre connaissance de ces nouvelles menaces-là afin de les gérer, il
Il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est le deepfake. Le deepfake, ça s'appuie entre autres sur l'intelligence artificielle. Ça fait beaucoup de fuss là, depuis les 2 dernières années. Puis ça va changer grandement le portrait de la cybersécurité, notamment avec l'hameçonnage, où ce sera plus suffisant d'avoir des connaissances là, pour déjouer des textes qui sont mal écrits, où le deepfake va aller beaucoup plus loin, où on va avoir des scénarios où justement, peut-être que je pense que c'est Alexia qui est au bout du fil ou derrière dans notre conférence Teams, puis c'est un agent conversationnel qui est en train de tenter de me convaincre de te virer de l'argent, par exemple, dans une fraude du président. Donc, les menaces évoluent. C'est une tendance claire. C'est un jeu du chat et de la souris. Il y a des menaces, on trouve des moyens, ils vont évoluer, etc. Une autre tendance, c'est que l'écosystème cybercriminel a beaucoup évolué. Donc, précédemment, on est passé de cybercriminels qui avaient des connaissances très techniques puis qui étaient vraiment eux qui allaient mener les cyberattaques. Là, on est dans un écosystème criminel où ces gens-là, qui ont des connaissances techniques, vont vendre leurs logiciels malveillants. Puis, ce qu'on observe, c'est qu'il y a je ne vais pas dire une démocratisation, mais c'est plus accessible, malheureusement, le cybercrime. Donc, on risque de continuer à avoir une augmentation, là, une hausse de la cybercriminalité parce que c'est plus facile de se procurer ce type de logiciel-là. Puis justement, par exemple, moi, je suis propriétaire de PME. J'ai seulement quelques employés, donc c'est-à-dire j'ai pas une équipe complète là, de TI pour venir vraiment m'appuyer là-dedans. J'ai peut-être 2-3 employés. Je suis en train de nous écouter en ce moment, là, puis je me demande c'est quoi les mesures que je peux faire pour vraiment outiller adéquatement mes équipes. Par où on commence? Comment on apprivoise cette bête-là qui est la cybersécurité? Le premier conseil que je pourrais donner aux propriétaires de PME là, qui ont un nombre faible d'employés, c'est de ne pas céder à la panique, premièrement. Parce que je trouve que la cybersécurité, c'est un domaine où il y a des gens qui vont marcher sur la peur pour vendre leurs services, vendre leurs produits. Donc, en tant que propriétaire de PME, sachez prendre un pas de recul puis garder quand même une certaine rationalité. Vous avez une expertise, celle de connaître c'est quoi le core business. Puis à partir de là, c'est là que vous allez identifier qu'est-ce qui vaut la peine de protéger. Plus concrètement, les conseils que je pourrais donner, puis là, on est c'est non contextuel, non spécifique, fait que j'y vais très large, là, mais mettez vos efforts sur les mots de passe, OK? Les mots de passe, là, c'est cliché, mais un mot de passe, c'est ce qui donne accès à ton compte, à ton ordinateur. Exigez de vos employés qu'ils aient des mots de passe robustes. Puis là, je n'irai pas dans toutes les caractéristiques parce qu'encore une fois, on peut aller très loin. Un autre conseil aussi, l'authentification forte. Moi, je me souviens, j'ai un collègue qui, lui, est spécialisé en sécurité offensive. Donc, en d'autres mots, c'est un hacker gentil. Lui, il va hacker des compagnies. Puis, il me dit souvent, Marc-André, si tu savais le nombre de fois que j'aurais été bloqué s'il y avait eu une double authentification. Donc, la double authentification, pour le rappeler, là, c'est une fois que j'ai rentré mon mot de passe, il y a un deuxième code qui m'est demandé. D'ailleurs, à ce sujet-là, si c'est possible, évitez le SMS et les appels parce que il y a des techniques d'attaque qui peuvent contourner ça. Allez-y avec des codes temporaires. C'est beaucoup plus sécure. Donc, mot de passe robuste, authentification forte. Mettez à jour vos appareils. J'en parlais plus tôt, là, puis je vais le rappeler. Mettre à jour son appareil, c'est simple, c'est généralement rapide, puis ça permet de garder ses appareils protégés de vulnérabilités qui peuvent être exploitées à des fins malveillantes. Dernier conseil, c'est la sensibilisation. Moi, évidemment, c'est mon expertise, je baigne là-dedans tous les jours, mais je pense qu'en 2025, tout le monde devrait savoir c'est quoi de l'hameçonnage, du phishing. Il devrait être en mesure, dans la plupart des cas, de repérer les indices les plus évidents, puis aussi de savoir comment y réagir. Donc, mettez des efforts sur la sensibilisation, la formation de vos employés sur cet aspect-là, puis gardez aussi en tête que comme le marketing numérique est multicanal, l'hameçonnage aussi est multicanal. Donc, ce n'est pas seulement des courriels, c'est des textos, c'est des appels, ça peut prendre différentes formes. Les médias sociaux, là, sur LinkedIn, il y a des fraudes de faux emplois qui sont communiqués. Donc, ces aspects-là, pour moi, ce sont des choses faciles à mettre en place. Puis déjà là, on a une fondation intéressante pour les petites entreprises. Là. Bon, fait que tout le monde, on écoute, là, c'est super important. Puis la double authentification, on le voit de plus en plus. Là. C'est demandé, là, on le voit, puis ça s'intègre tranquillement. Puis justement, tu le dis très bien, une des choses les plus importantes pour contrer les cyberattaques, c'est de sensibiliser ses employés. Ça passe par l'éducation.
toi, mettons justement encore là, je me mets à la place des PME là, qui veulent donner en fait ces infos-là à leurs équipes, qui sont peut-être pas outillées elles-mêmes ou du moins qui veulent commencer à implanter ça dans leur pratique. Là. Qu'est-ce que tu conseilles au niveau de la sensibilisation justement aux employés? Moi, le meilleur conseil que je peux donner, mobilisez vos employés autour d'une culture de sécurité. Quand les gens, puis prenez le temps de leur expliquer pourquoi on le fait, puis quels sont les bénéfices. C'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un de faire quelque chose parce qu'il en voit les bénéfices que de lui dire il y a des conséquences si tu ne le fais pas, là, donc de jouer un peu à la police. La culture de sécurité, ça peut se déployer de plusieurs façons. Un des moyens les plus ludiques, puis encore une fois, je pense relativement facile à mettre en place, c'est de faire des tests d'hameçonnage. Puis là, je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Ouais. Le test d'hameçonnage, là, c'est le fameux courriel que tu vas recevoir. Puis donc, après, quand tu cliques, tu as peut-être un message qui te dit « Oups, tu t'es fait avoir » ou si tu le signales, là, s'il y a une équipe technique ou autre, ben là, tu as déjoué le jeu, puis on te dit bravo, t'es passé au travers. Donc, ça, c'est vraiment, c'est ludique, les gens aiment ça, puis ça va leur permettre de voir des exemples concrets de ce que pourrait être de l'hameçonnage. Aussi, puis ça, c'est toujours litigieux d'amener ça, mais à mon avis, éviter les capsules de formation en ligne. Ce qui est très commun. C'est beaucoup ça qu'on voit présentement. Là. On voit beaucoup ça. Il y a des fournisseurs de services qui bâtissent leur modèle d'affaires autour de ça. À mon avis, là, en tant que professionnel de cybersécurité, on va aller répondre aux besoins de conformité qui est parfois nécessaire. Là. Donc, je ne dis pas de ne pas en faire du tout, mais ça ne peut pas être le seul moyen sur lequel on se repose pour former nos gens. Évidemment, ça dépend des moyens des PME, mais moi, je pense que ça vaut la peine d'aller chercher une firme ou une consultation d'une personne qui va venir à vos bureaux, qui va pouvoir donner de la formation de vive voix. Donc là, on a une relation entre le formateur et les employés. Puis ce qui va arriver, de mon expérience puis de ce que j'entends aussi, c'est que les gens vont poser des questions puis ils vont se rendre compte rapidement que les conseils qu'on donne dans un cadre professionnel, bien, c'est la même chose à la maison. Puis à partir du moment où les gens font cette relation-là, bien là, ils prennent un plus grand intérêt de dire « Ah, ben oui, tu sais, pour protéger mon compte d'institution financière, j'ai fait telle chose ou le dernier jour, j'ai reçu un message qui était drôle, puis OK, là, je comprends pourquoi vous nous dites de surveiller tel aspect. » Donc, ils vont faire beaucoup de liens, puis c'est ça qui va mobiliser les gens. Quand ils comprennent, quand ils peuvent faire des liens avec leur vie personnelle, ça peut les mobiliser autour d'une culture de sécurité. Là. Puis justement, le télétravail, je me souviens encore en mars 2020, quand c'était la panique, puis que là, on m'a dit, OK, là, c'est vendredi 13, là, me semble, on ferme tous les ordinateurs, vous allez à la maison, puis là, l'été, c'était la panique. Clairement, faut se préparer, faut s'organiser. Il y a des entreprises qui ont été prises de court complètement, d'autres qui étaient un petit peu plus préparées, qui avaient déjà des standards. Un bon comportement de télétravail à la maison pour les employés de plus en plus. Là. Moi, j'y suis 4 fois semaine, par exemple. Ça ressemble à quoi? Là? Qu'est-ce que tu suggères? Là, Je vais encore y aller dans des conseils généraux, puis je positionnerai ça sous le fait d'avoir une bonne cyberhygiène. Puis, c'est bon, ça. Quand on est en télétravail ou même en déplacement, une bonne pratique, c'est d'éviter les Wi-Fi publics. Parce que les Wi-Fi publics, puis là, on est dans des probabilités. Je ne dis pas que ça va se passer systématiquement si vous le faites, mais un Wi-Fi public qui n'est pas protégé, il peut avoir une interception de vos données. Donc, dans certains contextes, là, je m'en vais à l'aéroport, par exemple, je me connecte sur un Wi-Fi qui n'est pas protégé par un mot de passe. Là, fait que je vais définir un Wi-Fi non protégé, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de mot de passe pour se protéger. Ou si le mot de passe est affiché partout, c'est pas vraiment mieux non plus. Mais donc, vos données peuvent être interceptées. Dans la mesure du possible, essayez d'éviter ça. Le fameux VPN, donc ça permet de chiffrer justement vos données là, qui vont voyager. Fait que vous allez, si les données sont interceptées, bien, elles peuvent pas être, elles ne seront pas aussi facilement utilisables par la personne qui mène l'attaque. Puis également, ça c'est ultra basic, mais je le vois tout le temps, verrouillez vos écrans. Oui, c'est vrai. Oui, quand on s'éloigne, vous êtes au café, vous êtes aux toilettes. Oui, prenez l'habitude de verrouiller. Même au bureau, exactement. C'est juste une bonne habitude de ne pas laisser les informations qui sont affichées à votre écran. Puis je ne dis pas que quelqu'un va forcément là, aller voir ce qui se passe, mais c'est juste une bonne habitude. C'est super facile à mettre en place. Fait qu'on commence dès demain, là, tout le monde. Ben là, demain, ça va tomber une fin de semaine là, au moment où on enregistre. On donne un 2 jours. Quand même, là, on donne 48 heures, là, mais il faut appliquer ça. Ouais. Pour les prochaines questions, je vais te faire des vrais ou faux. Je suis curieuse de t'entendre là-dessus, de me dire un petit peu qu'est-ce que tu en penses, pourquoi vrai, pourquoi faux. Je te lis ça. Première question.
Le fait d'utiliser seulement des mots de passe longs et compliqués est suffisant pour assurer la cybersécurité d'une entreprise. C'est faux. La cybersécurité, c'est pas mal plus complexe. C'est un ensemble de mesures de protection. Ceci dit, c'est un méchant bon départ. Parce que, comme je le disais, si le mot de passe est plus robuste, ben, il est beaucoup plus difficile à deviner. Un mot de passe robuste, c'est aussi un mot de passe qui n'est pas utilisé partout. Donc, moi, je me souviens, malheureusement, là, des gens me demandaient des conseils, c'est des situations qui auraient pu être prévenues. Ils se faisaient hacker le compte personnel, les médias sociaux, la totale. Puis là, les questions que je posais, c'est est-ce que tu utilisais le même mot de passe partout? Oui. Est-ce que tu utilisais une double authentification? Non. Tout ça aurait pu être évité avec des choses aussi simples. Donc, non, c'est pas tout, mais c'est un méchant bon départ d'avoir ça parce que c'est pas tout le temps appliqué. Non, le même mot de passe partout, là, c'est la première chose que tout le monde fait, je pense. Oui, exact. C'est évitable, vraiment. Utiliser des gestionnaires de mots de passe, personne ne peut se souvenir des mots de 30, 40, 50 mots de passe différents. Vrai. Utiliser des gestionnaires de mots de passe. Vous en avez un à retenir, c'est celui du gestionnaire. Puis cet outil-là, dans le fond, va stocker de façon sécurisée vos mots de passe, puis va prépopuler le champ là, utilisateur puis mot de passe quand vous vous connectez à une application ou un site web. C'est un très bon truc, ça. J'aime ça. Deuxième question pour toi. Il est important de nommer une ou plusieurs personnes chargées de la sécurité informatique dans votre entreprise ou de faire affaire avec une entreprise spécialisée en cybersécurité afin de protéger vos données sensibles. Je serais pas bon à un test du détecteur de mensonges, répondre oui ou non, parce qu'encore là, je réponds-tu vrai ou faux? Je vais dire vrai, mais ça dépend vraiment du contexte d'affaires. Donc, quand on est dans une petite entreprise, c'est évidemment plus difficile d'avoir une ressource, par exemple, qui est dédiée à la cybersécurité versus une moyenne entreprise. Mais une chose est certaine, dans le contexte actuel, c'est important qu'une personne ait au moins la responsabilité de penser à la cybersécurité. Puis cette personne-là, dans des plus petits contextes d'entreprise, elle n'a pas forcément besoin d'être technique, mais juste de lui donner la responsabilité, elle va être imputable de prendre des moyens pour protéger l'organisation, qui peuvent être, par exemple, d'engager une firme qui va avoir une certaine portée d'intervention pour voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour mieux protéger l'organisation. Donc, vrai. Vrai, j'aime ça. Ça commence par, c'est ça, il faut quelqu'un qui prenne la responsabilité. S'il n'y a pas un département dédié, là, pas qu'on laisse ça traîner. Puis, non, exactement. Faut y aller. Autre question pour toi. Les petites et les moyennes entreprises ne sont pas les cibles principales des cyberattaques. Faux. Ça, c'est un faux catégorique. C'est important que les propriétaires de PME ne se pensent pas au-dessus de la cybersécurité. Ce n'est pas seulement les grandes organisations qui sont victimes de cyberattaques. Puis d'ailleurs, si j'avais à tracer un graphique là, sur un axe, on place la facilité d'attaquer, puis sur l'autre axe, est-ce que c'est payant ou pas? Les grosses entreprises, c'est difficile de les attaquer, mais très payant. C'est ça. Les PME, c'est peut-être pas payant, mais c'est facile de les attaquer. Okay. Donc, la cybersécurité, c'est important pour tout le monde, peu importe la taille de l'organisation, puis où tu te trouves, dans quel domaine tu es, tout le monde peut être victime. Tout le monde est à risque, définitivement. Littéralement. L'hameçonnage est l'une des méthodes les plus couramment utilisées pour mener une cyberattaque. Ouais, c'est un vrai facile, ça aussi. C'est ça. Si on a bien écouté, là, j'aimerais poser la question à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Tout à l'heure, je disais les statistiques, je me méfie des rapports parce que personne ne s'entend, mais ils s'entendent sur une chose, l'hameçonnage, c'est encore utilisé, puis ça va continuer de l'être parce que on parlait d'ingénierie sociale tantôt, là, l'humain a ses failles, a ses limites, puis c'est normal, c'est impossible, même pour un professionnel dans la cybersécurité, de toujours être à l'affût puis de jamais se faire prendre, surtout dépendamment de la sophistication. Donc, ça va toujours rester. Puis le deepfake, d'ailleurs, là, qui est une forme d'hameçonnage pour moi, va monter en flèche. Fait qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'hameçonnage, ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis là, justement, ça finit la petite chronique vrai ou faux. Là, je te parle d'intelligence artificielle. Sujet qui, littéralement, à chaque balado, on ramène. C'est normal parce que ça affecte absolument tout le monde en ce moment. Nous, on en parle quotidiennement au bureau, que tu sois en cybersécurité, en technologie ou non. Ça revient à chaque fois. Comment, justement, les technologies émergentes avec l'intelligence artificielle ont un impact sur, justement, les cyberattaques et tout ça? Oui. Ça va être, c'est déjà, en fait, là, c'est un couteau à double tranchant. Il va y avoir des avantages, il va y avoir des désavantages. Dans les désavantages, comme je le mentionnais tantôt, la technologie évolue, les cybermenaces aussi. Donc, les cybercriminels ou différents types d'acteurs vont voir des opportunités d'utiliser l'intelligence artificielle pour arriver à leur fin. Fait que là, on parle, par exemple, de mener de l'hameçonnage à grande échelle parce que tu vas pouvoir automatiser une certaine partie des choses. On a parlé de deepfake. Du bon côté,
Puis je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour les PME. On va pouvoir rendre la cybersécurité plus accessible. Donc, comme dans plein d'autres choses, l'AI va pouvoir automatiser certaines tâches, va pouvoir peut-être remplir certaines tâches dans une certaine mesure. Bien, ça va être vrai pour la cybersécurité aussi. Par exemple, pour la détection et la réponse de cyberattaques. Ça va être vrai également pour recevoir des conseils, là, donc des outils de question and answers, puis ça existe déjà, mais ils vont se peaufiner, je pense. Donc, en d'autres mots, les cybercriminels vont pouvoir exploiter ça pour mener des cyberattaques plus fréquemment puis plus sophistiquées surtout. Mais derrière, du côté de la défense, là, nous aussi, on va avoir des outils de détection plus performants, automatisés. Puis la bonne nouvelle pour les PME, bien, c'est que ça peut réduire les coûts d'acquisition de ces technologies-là. Au lieu d'avoir des armées de personnes qui opèrent ces outils-là, bien, là, c'est une intelligence artificielle qui peut le faire. Donc, on parle seulement de l'acquisition, l'intégration, le maintien de la techno. Fait qu'il y a des bons côtés quand même à ça. Oui, il y a des bons côtés, définitivement. Mais ça va tout le temps évoluer. Dans tous les cas, il faut rester à l'affût puis s'assurer de s'informer puis de rester. La cybersécurité, c'est vraiment un jeu du chat et la souris. Il y a quelque chose qui sort, nous, on va y répondre, puis ça va être un jeu un peu comme ça, sans fin. Là. Mais écoute, j'adore parler de ça. J'ai plein de questions encore, mais le temps file. Le temps file, puis on est dans les dernières petites minutes, mais mettons, je suis propriétaire d'une PME, tu m'as donné plein de conseils, j'ai écouté le balado, puis là, demain, là, je veux commencer par une affaire, là, je veux partir avec une étape, là, qu'est-ce que je fais? Ben, justement, si on parle de choses très concrètes, là, je vais ramener, puis c'est plate, hein, mais des fois, la cybersécurité, c'est pas si sorcier que ça. Je vais ramener les mêmes conseils que j'ai donnés tout à l'heure. La politique de mots de passe. Exigez à vos employés qu'ils aient des mots de passe robustes, puis faites vos recherches. Là, c'est quand même facile à trouver c'est quoi un mot de passe robuste. Activez la double authentification, l'authentification forte. C'est juste ça, là, vous allez être vraiment bien protégé. Les vulnérabilités, encore là, tu sais, ça n'as pas grand-chose à faire. Tiens ton téléphone, le système d'exploitation de ton téléphone, ton ordinateur à jour. La même chose pour les mises à jour de tes applications. Ça aussi, c'est une excellente pratique. Puis peut-être pour les PME qui ont un peu plus de ressources, donc ils peuvent aller chercher de la consultation. Comme je le disais tout à l'heure, gardez en tête qu'il y a des marchands de peur dans le domaine. Donc, il y a des gens qui vont vous faire peur, puis ça marche. La cybersécurité, ça fait peur, mais vous avez des connaissances qu'eux n'ont pas. Vous connaissez votre organisation, votre business, vous savez qu'est-ce qui est important. Donc, vous êtes capable de diriger ces consultants externes-là vers ce qui importe, plutôt qu'on vous dresse un portrait immense, puis qui ne va plus finir, puis qui va drainer beaucoup de ressources. Donc, puis tout ça, encore une fois, c'est accessible aux propriétaires. Là, en ligne, vous pouvez vous former facilement. Le gouvernement du Canada met beaucoup de documentation en ligne à l'endroit des PME. Donc, c'est une documentation qui est super bien faite, qui est ludique, qui est accessible. Donc, ça aussi, je pense que c'est une action concrète. Là. Formez-vous. Ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce que la ressource spécialisée vous explique, puis vous allez peut-être même être capable de le challenger. Là. J'adore. Merci beaucoup pour ton temps. C'était super intéressant. Peut-être qu'on va se reparler régulièrement pour faire une chronique récurrente avec des trucs. Dis-moi, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour toi au courant de l'été? L'achat d'un condo. Oui, félicitations. Merci. C'est un beau projet. Je suis dans l'achat d'un condo, puis également à planifier mon premier voyage d'alpinisme. Là, c'est ce c'est que des beaux projets. Oui, ça va être une belle mi-année bien occupée. J'adore. Ben écoute, je te souhaite le meilleur. Merci on se reparle beaucoup. très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci.